Alors, commençons par une image, celle qu'on a tous un peu en tête. Un clan, quelque part, qui se dit descendre, je sais pas, d'un ours ou d'un aigle. Oui, C'est ça le totémisme. Enfin, c'est l'idée qu'on s'en est faite pendant des décennies. Les anthropologues y voyaient une sorte de socle des sociétés primitives. Un mélange de religion, de règles sociales, de magie. et c'est précisément cette idée, cette brique essentielle, que le livre de Claude Lévi-Strauss, Le totémisme aujourd'hui, il vient le dynamiter en 1962. Ah oui? L'ouvrage, c'est une vraie bombe dans le milieu, parce que sa thèse, elle est radicale, mais d'une simplicité désarmante. Il dit en gros, le totémisme, comme grande institution unifiée, ça n'a jamais existé, jamais. Jamais. C'est une illusion, une construction de l'esprit des chercheurs qui ont mis dans le même sac des pratiques qui n'avaient souvent rien à voir les unes avec les autres. D'accord, donc notre but aujourd'hui, c'est un peu de faire ce chemin avec lui. On va déconstruire cette illusion. En regardant les sources qui l'analysent, on va voir comment des faits très différents ont été amalgamés. Tout à fait. Et surtout, ce que cette erreur nous apprend sur le fonctionnement de l'esprit humain. On va passer en quelque sorte de la biologie à la logique. Alors pour commencer à dénouer ce sac de nœuds, Lévi-Strauss s'appuie sur des études de terrain très précises. Le premier cas qu'il prend, c'est l'île de Tikopia, en Polynésie, un travail de Raymond Firth. Oui, Et là, à première vue, on a l'impression d'avoir un système totémique de manuel, non? oui, tout y est, ou presque. La société de Tikopia, elle est divisée en 4 clans, et chaque clan est associé à une plante alimentaire, ce qui est vital là-bas. On a le clan Kafika, qui est lié à l'igname, le clan Taumako au taro, le clan Tafua, lui, à la noix de coco, et le clan Fangaré à l'arbre à pain. C'est net, c'est carré. 4 groupes, 4 plantes. Ça coche toutes les cases. Le clan de l'Igname. Ça a l'air simple. J'imagine que c'est là que ça se complique. C'est exactement là. Le problème, c'est que la relation entre le clan et sa plante, elle n'est pas du tout la même pour tout le monde. Quand on regarde de près, le beau système, il s'effrite un peu. C'est-à-dire? Pour 3 des clans, igname, taro, arbre à pain, la relation, elle est de type rituel. Le chef de clan est une sorte de prêtre, il est responsable de la fertilité de sa plante. Ok, une sorte de responsabilité magique. Et pour le quatrième clan, celui de la noix de coco? Alors, pour le clan Tafua et la noix de coco, rien à voir. Pas de rituel de fertilité. Leur relation, elle s'exprime par des interdits, des tabous. Ah, Par exemple, ils n'ont pas le droit de casser la noix comme tout le monde, ils doivent la percer délicatement. Pour l'ouvrir, il faut une pierre, surtout pas un outil en métal. On voit bien que la prétendue règle totémique n'est pas du tout homogène. ah oui, d'un côté, on a des rituels positifs de production et de l'autre, des interdits négatifs. C'est fascinant et je crois me souvenir que les mythes de l'île, ils viennent encore éclairer ça. Il y a une histoire de dieu voleur. Oui, un mythe central, lors d'un festin des dieux, un dieu étranger, Tikarao, profite d'une dispute pour voler toute la nourriture et s'enfuir. Les dieux de Tikopia le poursuivent et, dans la bagarre, ils arrivent à lui arracher seulement 4 plantes. L'igname, le taro, l'arbre à pain et la noix de coco. Exactement. Et l'analyse de Lévi-Strauss là-dessus, elle est cruciale. Ce mythe dit que le système actuel n'est pas une totalité, mais au contraire ce qui reste d'une totalité qui a été démembrée. Ah, d'accord. Ces 4 plantes n'ont de sens que parce qu'elles ont été isolées, mises à part. C'est ça qui crée les systèmes. Il faut d'abord séparer pour pouvoir relier en somme. C'est l'idée. Et c'est là qu'il introduit une distinction, un peu technique mais essentielle. Il dit qu'on a affaire à 2 types de relations. Pour les plantes, la relation est métaphorique. L'igname est vu comme le corps du dieu du clan Kafika. C'est un rapport de ressemblance. D'accord. Mais pour les animaux, la relation est ce qu'il nomme métonymique. Attendez, là, métonymique, ça veut dire quoi au juste? Le mot n'est pas évident. Non, c'est vrai. C'est l'idée d'une association par contact, par proximité et pas par ressemblance. Le dieu ne ressemble pas à une anguille, par exemple, mais il peut entrer dedans de temps en temps, il l'habite temporairement. Ah, je vois. C'est comme quand on dit boire un verre. On boit pas le verre, mais son contenu. C'est ça. La relation est basée sur le contact. C'est un événement ponctuel, pas une ressemblance stable. Ok, je vois. Donc, métaphore égale ressemblance, c'est l'ordre de la structure, et métonymie égale contact, c'est l'ordre de l'événement. On peut pas mettre ça dans la même boîte totémisme. Et j'imagine que cette complexité, elle explose si on va en Australie. Ah oui, l'Australie, c'était considéré comme la terre du totémisme.
Et face à ce foisonnement de faits contradictoires, l'anthropologue A.P. Elkin a tenté une grande synthèse. Et comment il s'en est sorti, lui, face à ce chaos de données apparent? Son réflexe, ça n'a pas été de jeter le concept, mais de le sauver en le démultipliant. Au lieu d'un totémisme, il a proposé des totémismes. D'accord. Il a créé des catégories. Totémisme individuel, totémisme de clan, de culte, de rêve, et même un totémisme sexuel. Une tentative de mettre de l'ordre en créant des tiroirs. Le totémisme sexuel, ça pique la curiosité. Ça consiste en quoi? C'est un cas très parlant. Chez les Kurnaï, par exemple, la chauve-souris, c'est l'animal des hommes, et le roitelet, un petit oiseau, celui des femmes. Et c'est pas juste un symbole, hein. Non, non! Si un homme blesse un roi Hitler, toutes les femmes se sentent attaquées personnellement et ça déclenche une bagarre générale. Un autre groupe le formule comme ça. La vie de la chauve-souris, c'est la vie de l'homme. C'est incroyable. La vie d'un petit oiseau est directement liée à la paix sociale. L'approche d'Elkin, de créer des catégories, elle semble assez pragmatique au fond. Mais pour Lévi-Strauss, c'est une fausse solution. C'est une fausse solution, oui. Lévi-Strauss utilise une métaphore très forte. Il dit qu'Elkin ne fait que découper l'hydre en morceaux. En créant toutes ces catégories, il renforce l'illusion qu'on part de choses, d'institutions concrètes, alors qu'on devrait chercher la logique derrière. Il multiplie le problème au lieu de le résoudre. C'est ça. D'accord. Bon, d'autres ont tenté des explications plus simples. L'idée la plus intuitive, c'est quand même celle de l'utilité, non? Un groupe choisit un animal comme totem parce qu'il est important pour sa survie. C'est la fameuse théorie de Malinowski, les animaux totémiques sont avant tout des animaux bons à manger. C'est matérialiste, ça semble être du bon sens. Oui, ça se tient. Sauf que Lévi-Strauss la démonte de façon magistrale en utilisant les propres exemples de Malinowski, ceux des îles Trobriandes. Les 4 clans principaux ont pour totem le porc, le chien, l'iguane et le serpent. Et la hiérarchie entre les clans ne s'explique pas du tout par l'utilité du totem. Le clan du porc est le plus important, non pas parce que le porc est utile, mais à cause d'un mythe qui raconte que le chien, totem d'un autre clan, a un jour mangé un fruit jugé impur, ce qui a déclassé son clan. Ah, l'explication est sociologique, pas biologique. Exactement. Et puis, comment une théorie utilitariste expliquerait des totems qu'on trouve en Australie, comme le vomissement, la maladie ou un cadavre? Un totem vomissement, ça enterre définitivement la théorie du bon à manger, c'est sûr, absolument. Et Lévi-Strauss adore l'exemple des moustiques. Ils sont évidemment pas bons à manger, mais il rapporte une explication indigène d'une finesse incroyable, les moustiques sont bons à penser. Bons à penser. Oui. Pourquoi? Parce que leur apparition, c'est le signe infaillible de l'arrivée de la saison des pluies, qui, elle, est vitale. Le moustique n'est pas utile en soi, mais il est un maillon essentiel dans un système d'information. C'est brillant. Alors, si ce n'est pas le ventre, certains ont pensé que c'était peut-être la tête, mais du côté des émotions, la fameuse piste psychologique. Celle de Freud, oui. L'idée que les rituels naissent de l'anxiété. Mais là encore, Lévi-Strauss, en s'appuyant sur Radcliffe Brown, va complètement retourner l'argument. Comment ça? La théorie classique dit « une situation est angoissante, donc on invente un rituel ». Radcliffe Brown propose l'inverse, c'est parce qu'il existe un rituel que la situation devient perçue comme angoissante. Ah, c'est un renversement complet de la causalité. Le rituel ne calme pas l'angoisse, il la crée. Précisément. L'exemple, c'est celui des habitants des îles Andaman. Ils auront des rituels très complexes autour de la consommation du dugong, un mammifère marin. Ils n'auraient sans doute aucune peur particulière d'en manger s'il n'y avait pas tout cet appareil rituel destiné à les protéger d'un prétendu danger. C'est le rituel qui rend l'acte important. Voilà. Pour Lévi-Strauss, on ne peut pas expliquer des systèmes logiques complexes par quelque chose d'aussi confus et instable que les émotions. D'accord. Alors, si ce n'est ni l'utilité matérielle, ni le tumulte des émotions, quelle est la clé? On a éliminé les suspects. C'est ici, j'imagine, que la solution intellectuelle entre en jeu. C'est le cœur de sa pensée. Et il s'inspire encore de Radcliffe Brown, qui a fini par comprendre que la bonne question n'était pas « pourquoi cet animal est ?», mais plutôt « pourquoi cette paire d'animaux ?» Pourquoi l'aigle et le corbeau, par exemple? Exactement. L'important, ce n'est pas l'aigle en soi, ni le corbeau en soi. C'est la relation entre les deux. Et pour illustrer ça, il y a ce mythe australien qui est parfait. C'est une histoire de famille entre l'aigle et le corbeau, qui est son neveu. L'oncle demande au neveu d'aller chasser un wallaby. Oui. Le neveu y va, tue l'animal, mais il est gourmand et il le mange en cachette. Et quand il revient, son oncle le démasque.
pour le punir, il le chatouille sans pitié jusqu'à ce que le corbeau vomisse toute la viande. Et furieux, il l'attrape et le jette dans un grand feu. Et c'est pour ça, dit le mythe, que le corbeau a depuis les plumes toutes noires et les yeux rougis. L'analyse de Lévi-Strauss là-dessus est lumineuse. Elle est limpide. Il dit « Ce mythe ne nous apprend rien sur la zoologie ». Ce qu'il fait, c'est utiliser une opposition observée dans la nature, le prédateur noble, contre le charognard chapardeur, pour mettre en scène des tensions sociales humaines. L'obligation, la trahison, la sanction. Voilà. Le monde naturel est utilisé comme un gigantesque répertoire de différences, de contrastes, qui sert de matériau pour penser les relations entre les humains. Ok, donc si j'essaie de reformuler, l'important c'est pas le lien de sang imaginaire avec un ours. L'important c'est que l'opposition ours contre aigle, c'est une super image pour penser l'opposition de notre clan contre le clan voisin. C'est exactement ça. C'est un outil pour classifier le monde social en utilisant les différences offertes par le monde naturel. Lévi-Strauss parle d'homologie. Le rapport entre l'ours et l'aigle est analogue au rapport entre les deux clans. C'est pour ça qu'il dit que les espèces ne sont pas bonnes à manger. Elles sont bonnes à penser. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que des penseurs comme Bergson et surtout Rousseau avaient eu cette intuition bien avant. Rousseau imagine que les premières opérations logiques de l'humanité sont nées de la capacité à distinguer les espèces et que cette classification a servi de modèle à la différenciation sociale. C'est du Lévi-Strauss avant l'heure. Absolument. Finalement, si on résume, l'erreur des premiers anthropologues, ça a été de chercher une institution, une chose, là où il y avait en fait une méthode, une forme de logique universelle. Oui. Ce que Lévi-Strauss révèle, c'est la sophistication intellectuelle de la pensée dite sauvage. Loin d'être prélogique ou confuse, elle est rigoureuse. Elle utilise le monde sensible comme un formidable outil pour ordonner le monde social, pour créer des catégories, pour penser des relations abstraites. Une science du concret. C'est ça. Et ça nous laisse avec une question finale un peu provocatrice. Cette tendance de l'esprit humain à utiliser des oppositions concrètes pour se structurer, pour dire « nous contre eux », a-t-elle vraiment disparu ? Quand on regarde les rivalités entre clubs de foot avec leurs couleurs, leurs animaux mascottes, les affiliations quasi tribales à des marques ou même certaines dichotomies politiques, ne pourrait-on pas y voir la lointaine survivance de cette même logique, simplement appliquée à de nouveaux totems ? La forme de la pensée est peut-être restée, seuls les contenus ont changé.